Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous une pathologie qui touche les poumons, qui est la téléctasie. C'est quoi la téléctasie et quels sont les actes que le kinésithérapeute peut les effectuer pour traiter cette maladie? Alors, la téléctasie, c'est une maladie qui correspond à un affaissement des alvéoles pulmonaires par absence de ventilation alors que la circulation sanguine est normale. Il s'agit d'un syndrome de condensation rétractile d'une partie du poumon, bien d'un territoire pulmonaire de topographie bronchique. En général, la téléctasie présente le collapsus d'une partie du poumon qui se vide d'air. Cliniquement, on a deux types d'atélectasie. On a une atélectasie qui est obstructive et une atélectasie qui est non obstructive. Pour l'atélectasie obstructive, c'est la plus fréquente et la plus courante. Il s'agit d'une bronche qui est obsturée à cause d'une diminution de la lumière bronchique. Et cela peut être dû à cause d'une inflammation, à cause d'une tumeur, un processus tumoral, à cause d'une présence d'un corps étranger, etc. Et dans tous les cas, les alvéoles pulmonaires ne sont plus ventilées. Quoi d'autre? Pour le deuxième type, c'est l'atélectasie non obstructive. Elle peut se présenter selon plusieurs formes. La première forme, qui est dite atélectasie de compression, une atélectasie de compression, comme son nom l'indique, il y a une compression qui est appliquée sur une partie du poumon. Donc, une zone pulmonaire qui est comprimée soit à cause d'une augmentation de l'IMC, ça veut dire l'indice de la masse corporelle, soit à cause d'une pression pleurale. Et lorsque je dis une pression pleurale, je veux dire automatiquement un épanchement pleural, soit la présence d'un liquide entre les plèvres, c'est ce qu'on appelle la pleurésie, ou bien la présence de l'air entre les plèvres, c'est ce qu'on appelle le pneumothorax. Donc, on a la pleurésie, on a le pneumothorax, et on a l'augmentation de l'indice de la masse corporelle. Ce sont des facteurs qui peuvent provoquer une compression sur une partie du poumon et entraîner par la suite une atélectasie, c'est ce qu'on appelle l'atélectasie de compression. Quoi d'autre? La deuxième forme de l'atélectasie non obstructive, c'est l'atélectasie adhésive, ou bien la forme adhésive. Elle est due à un défaut de surfactant qui peut finir par une fermeture alvéolaire. Et la troisième forme, c'est la forme passive qui est le plus souvent à une hypoventilation et aussi à un dysfonctionnement des muscles diaphragme. Alors, ce sont les tableaux cliniques de l'atélectasie. On a une atélectasie qui est obstructive et une atélectasie qui est non obstructive. Pour l'atélectasie non obstructive, elle peut être soit une atélectasie de compression, soit une atélectasie adhésive, soit une atélectasie passive. Alors, pour les symptômes de cette maladie, normalement, il y a plusieurs signes cliniques qui peuvent accompagner toutes les formes de l'atélectasie. La première chose, bien sûr, c'est la douleur qui arrive au niveau des parties qui est atteinte. On a la fièvre, l'hyperthermie, on a la dyspnée, on a la toux, une toux qui est sèche, ça veut dire qui est sans expectoration. On a aussi la chute de la tension artérielle, on a la tachycardie, etc. Alors, on passe brièvement à ce qui nous intéresse, c'est la rééducation, et on commence par la réalisation des bilans nécessaires. Et la première chose à faire dans les bilans, c'est quoi? C'est l'anamnèse. Alors, l'interrogatoire avec le patient, entre parenthèses, si le patient arrive à coopérer et communiquer avec le thérapeute. Sinon, on passe directement au bilan. On commence par le bilan morphologique et morphostatique. Il faut d'abord évaluer la statique des patients, ça veut dire qu'il faut chercher les anomalies et les attitudes vicieuses qui sont présentes chez le patient, surtout les déformations rachidiennes dans le plan frontal et sagittal. On a
l'hyperlordose et l'hypercyphose et la scoliose. Ce sont des déformations rachidiennes, bien sûr, qui peuvent influencer sur la cage thoracique, ce qui va provoquer par la suite des problèmes respiratoires. Donc, il faut évaluer la statique du patient. Quoi d'autre? Il faut chercher aussi les signes de l'hypoxémie et de l'hypercapnie. C'est quoi l'hypoxémie? Tout simplement, c'est un taux faible de l'oxygène dans le sang. Alors, parmi les signes qu'on trouve, c'est la tachycardie, la tachypnie, la désaturation en oxygène, etc. Et l'hypercapnie, c'est quoi? C'est une augmentation de la pression partielle en CO2 dans le sang. Et parmi les signes qu'on trouve dans ce cas, c'est la tachycardie aussi, la sueur, la somnolence, même on peut arriver à une perte de connaissance, l'hypertension artérielle, etc. Donc, lors de l'examen des patients, il faut chercher les signes de l'hypoxémie et de l'hypercapnie. Et il faut chercher aussi les signes de la détresse respiratoire. Pour cela, on met en œuvre le score de Silverman. Le score de Silverman qui peut être utilisé surtout en pédiatrie et qui permet d'évaluer la fonction respiratoire des nouveau-nés. Alors, pour le score de Silverman, on a 5 paramètres qu'il faut les noter de 0 à 2. La cotation 0, ça veut dire une absence de ce paramètre. La cotation 1, ça veut dire une présence qui est modérée. Et la cotation 2, ça veut dire une présence qui est intense. Donc, ces paramètres sont au nombre de 5, comme j'ai déjà dit. On a le balancement thoraco-abdominal, on a le tirage intercostal, on a l'entonnoir xiphoïdien, on a le battement des ailes du nez et le gênement expiratoire. Donc, il faut noter, ça veut dire la cotation de chaque paramètre. Quoi d'autre? On passe au bilan respiratoire. Le bilan respiratoire qui peut être divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est le bilan morphodynamique. On a parlé tout à l'heure du bilan morphostatique. Maintenant, c'est le bilan morphodynamique, comme par exemple la mesure de la fréquence respiratoire, la mesure de l'ampliation thoracique, saut axillaire, saut mammaire, xiphoïdien. Puis, on passe à la percussion thoracique à travers laquelle on cherche la matité abdominale et le tympanisme. Le tympanisme, c'est quoi? C'est une augmentation de la sonorité du thorax et de l'abdomen à cause d'un excès de gaz ou bien d'un excès de l'air dans les intestins et dans la cavité péritonéale. Donc, à travers la percussion thoracique, on cherche la matité abdominale et le tympanisme. Et aussi, il y a l'occultation, bien sûr, à l'aide d'un stéthoscope, on cherche le bruit trachéobronchique. Et puis, on passe au bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel qui est intégré dans le bilan respiratoire. Ça veut dire qu'on cherche les signes fonctionnels qui peuvent accompagner les maladies respiratoires, comme la toux et l'expectoration. On a déjà dit que parmi les signes de la téléctasie, la toux sèche, ça veut dire une toux sans expectoration. Il y a aussi la dyspnée. On peut classer les stades de la dyspnée selon Sadoul. Selon Sadoul, on a 5 stades. Le premier stade, c'est la fatigue des patients qui arrivent après un effort qui est exagéré. Stade 2, ça veut dire le patient se fatigue après une marche qui est rapide sur une pente par exemple. Stade 3, ça veut dire la fatigue des patients arrive après une marche qui est normale sur un terrain qui est plat. Stade 4, ça veut dire le patient se fatigue après une marche qui est très lente. Et le stade 5, ça veut dire que le patient se fatigue facilement. Je ne veux pas dire après un effort, mais je veux dire après un geste.
par exemple l'habillage, le déshabillage, etc. Donc, c'est une classification des stades de la dyspnée selon Sadoul. Donc, aussi parmi les signes fonctionnels qu'on a, c'est l'hémoptysie. L'hémoptysie, ça veut dire des sécrétions qui sont sanglantes. Alors, les bilans, ils sont très importants. Il ne faut pas négliger les bilans parce qu'à travers les bilans, à travers les résultats qu'on va trouver dans les bilans, on peut tracer le protocole de rééducation à suivre. Donc, je vais récapituler brièvement les bilans. On a le bilan morphologique et morphostatique. Il faut évaluer la statique des patients. Il faut chercher les signes de l'hypoxémie et de l'hypercapnie. Et aussi, il faut chercher les signes de la détresse respiratoire. Et on passe au bilan respiratoire qui commence par le bilan morphodynamique, comme la mesure de l'ampliation thoracique et de la fréquence respiratoire, et aussi la percussion thoracique à travers laquelle on cherche la matité abdominale et le tympanisme, et aussi l'occultation par le stéthoscope, et par la suite le bilan fonctionnel à travers lequel on cherche les signes fonctionnels tels que la tour, l'expectoration, la dyspnée et l'hémoptysie. Alors, on passe maintenant à la rééducation proprement dite. Alors, le traitement kinésithérapique de l'atelectasie peut être un traitement manuel et instrumental. Pour le traitement kinésithérapique manuel, normalement, les techniques manuelles que le kinésithérapeute peut les effectuer nécessite la participation du patient. Ça veut dire que le patient doit participer mentalement et physiquement, ce qui peut être une problématique parfois à cause des troubles cognitifs qui sont présents chez quelques patients. Ça veut dire lorsque le patient n'arrive pas à coopérer avec le thérapeute, n'arrive pas à communiquer avec le thérapeute, ça veut dire les exercices et les manœuvres manuelles vont être difficiles à réaliser correctement dans certains cas. Alors, ça c'est d'une part. Et d'autre part, le kiné peut être limité dans le choix de ces techniques, peut être limité par la fatigue des patients, par son état d'éveil, sa tonicité et par la douleur. Et brièvement, parmi les techniques manuelles, c'est ce qu'on appelle EDIC. Ça veut dire, c'est une abréviation qui veut dire exercice à débit inspiratoire contrôlé. Donc, c'est une manœuvre qui se fait en décubitus latéral et qui vise le poumon supralatéral. Alors, l'objectif de cette manœuvre, c'est l'étirement du parenchyme pulmonaire. Je vous donne un exemple. Le patient, comme j'ai déjà dit, en décubitus latéral, sur le côté sain pour travailler le côté malade. Le côté malade qui est supralatéral. Et le kiné doit produire des stimulations sensorielles par ses mains et on demande au patient de faire une inspiration qui est lente, qui est profonde et favoriser l'expansion de son poumon supralatéral. Aussi, parmi les techniques manuelles, c'est l'exercice qui est appelé ELTGOL, E-L-T-G-O-L. ELTGOL, c'est une abréviation qui veut dire expiration lente totale à glotte ouverte en latéro-cubitus. C'est une manœuvre qui se fait également en décubitus latéral, mais cette fois, elle vise le poumon infralatéral. Ça veut dire que le patient doit être en décubitus latéral sur le côté qu'on cherche à travailler. Et l'objectif de cette manœuvre, c'est de favoriser la mobilité diaphragmatique infralatérale. Alors, bien sûr, on doit favoriser la mobilité
diaphragmatique infralatérale en optimisant la ventilation abdomino-diaphragmatique. Alors, le patient en décubitus latéral sur le côté qu'on veut travailler et à partir d'une inspiration normale, il va faire une expiration qui est lente et une expiration qui est profonde jusqu'au volume résiduel. Quoi d'autre? Parmi les techniques manuelles qu'on peut les effectuer en cas d'anatélectasie, c'est quoi? C'est la ventilation, ce qu'on appelle VDAD. VDAD, ça veut dire ventilation dirigée abdomino-diaphragmatique. C'est très simple. La ventilation dirigée abdomino-diaphragmatique. Cette fois, le patient ne se met pas en décubitus latéral, mais il se met en position demi-assise. On lui demande de faire une inspiration lente, profonde et une expiration profonde. Bien sûr, il va inspirer profondément par le nez et au cours de l'inspiration, on lui demande de gonfler le maximum le ventre. Et au cours de l'expiration, il va expirer profondément par la bouche et au cours de l'expiration, il va rentrer le ventre. C'est très simple et dans tous les exercices que je viens de citer maintenant, le kiné, bien sûr, aide le patient. Il va mettre une main sur le thorax et une autre sur l'abdomen. Il va suivre le mouvement par l'expansion secondée et l'expansion contrariée. Quoi d'autre? Parmi aussi les techniques manuelles, ce sont les manœuvres de désencombrement bronchique. Les manœuvres manuelles comme l'AFE, l'accélération de flux expiratoire, comme le clapping, comme la vibration, etc. Donc, ce sont des techniques manuelles de désencombrement bronchique. La première chose bien sûr à faire, c'est ce qu'on appelle l'éducation de la ventilation. On explique aux patients comment inspirer et expirer d'une manière qui est correcte, inspirer profondément par le nez, expirer profondément par la bouche. Et au cours de l'expiration, on pratique la technique qu'on veut pratiquer. Et bien sûr, l'objectif de ces techniques, c'est de transformer les sécrétions et les expectorations des voies inférieures vers les voies supérieures. Et après, on demande au patient de tousser s'il arrive à coopérer avec le thérapeute, bien sûr, comme j'ai déjà dit. Sinon, s'il n'arrive pas à coopérer, on essaie de provoquer la toux par le pouce. On met le pouce sur la fourchette sternale et on essaie de provoquer la toux. Alors, parce que déjà, les techniques manuelles vont aider à transformer les sécrétions vers les voies supérieures et après, le patient doit tousser. Sinon, on provoque la toux pour faire sortir les expectorations qui sont accumulées au sein de son appareil respiratoire. Donc, je pense que c'est clair. Pour les techniques instrumentales, ou bien le traitement kinésithérapique instrumental, le premier moyen à citer, c'est quoi? C'est la spirométrie incitative. La spirométrie incitative. Alors, le principe de la spirométrie incitative est identique à celui des exercices ADB inspiratoire contrôlé. Le patient va réaliser des inspirations lentes, des inspirations profondes à l'aide d'un spiromètre incitatif. Et l'objectif, bien sûr, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est d'étirer le parenchyme pulmonaire, c'est ce qu'on appelle l'aération du poumon. Alors, cette fois, le patient va lui seul réaliser les inspirations profondes en contrôlant, bien sûr, le bon déroulement de l'exercice grâce à des repères visuels et des sonores qui sont présents sur l'appareil. Quoi d'autre? Parmi les techniques instrumentales aussi qu'on a, c'est la VNI. VNI, ça veut dire la ventilation non invasive. Alors, l'utilisation de la ventilation non invasive est très importante et très primordiale, surtout en post-opératoire. Elle vise à favoriser, à privilégier
ça veut dire la ventilation alvéolaire et réduire un peu le travail musculaire des muscles respiratoires. Bien sûr, réduire le travail musculaire juste à titre provisoire. Ça veut dire de manière transitoire, jusqu'à ce que le patient récupère progressivement son état initial et récupère progressivement sa fonction respiratoire normale. Quoi d'autre? Parmi les instruments aussi qu'on utilise, c'est l'aérosol. L'aérosol, bien sûr, l'aérosol thérapie est recommandée surtout en cas d'une atelectasie obstructive. Alors, c'est ça en général. Je vais récapituler. Pour le traitement kinésithérapique, il est divisé en deux. On a le traitement kinésithérapique manuel et le traitement kinésithérapique instrumental. Parmi les exercices les exercices manuels et les techniques manuelles, on a des exercices à débit inspiratoire contrôlé. On a l'exercice qui est appelé Air de Gaulle, ça veut dire expiration lente totale à glotte ouverte en latérocubitus. On a la ventilation dirigée abdominodiaphragmatique et on a les manœuvres manuelles de désencombrement bronchique, comme l'AFE et le clapping, etc. Et pour le traitement instrumental, on a la spirométrie incitative, on a la ventilation, ce qu'on appelle voilà, la ventilation non invasive, VNI, et on a aussi l'aérosol. Donc, c'est ça en général le protocole qu'on peut le faire.